voilà de retour. J'étais en train de lancer mon chrono parce que là, il va falloir timer nos 3 nouveaux intervenants parce que gestion thématique, quelles opportunités en 2020. Alors là, on va parler des gros sujets qui nous ont occupés pendant toute cette période triste et longue de confinement. On va parler IT, on va parler disruption, on va parler technologie, mais on va aussi parler immobilier. Donc je reçois aujourd'hui pour m'accompagner un beau trio courageux. Wesley Lebeau, portfolio manager, c'est CPRAM. Bonjour Wesley. Bonjour Stéphane. Rolando Grandi, gérant fonds action thématique internationale chez LFDE. Ça ne me présente plus. Et Alexis Bossard, qui est gérant fonds action européenne chez MCIC et qui va à la lourde tâche aujourd'hui de défendre les fonds thématiques immobiliers. Je vous remercie tous les trois de me rejoindre. Un petit rappel très concis. On va essayer de faire 3 gros thèmes dans cette table ronde de 30 minutes. Vous aurez à peu près 3 minutes à chaque fois pour répondre à mes questions et défendre vos points de vue. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts. Tout à fait. Bon. Toujours. Oui. Qui a dit toujours ? Parce que c'est toujours ce que je dis. Moi, je suis toujours prêt. Si jamais dans le doute, toujours prêt. Alors évidemment, après les mois qu'on vient de traverser, qui dit gestion thématique, on va parler disruption et innovation. Donc forcément, je vais me tourner vers Wesley. Est-ce que tu peux, Wesley, nous rappeler, avec ton expérience et ta vision, qu'est-ce qu'on appelle la disruption ? Et surtout, bien rappeler aux auditeurs CGP comme moi que la disruption, ce n'est pas forcément que de l'ultra-technologie. Oui, en effet. Alors, si on regarde la signature du fonds, c'est vraiment d'investir aujourd'hui dans le monde de demain. Et depuis le lancement en 2016, on essaye de saisir les opportunités que nous présentent les entreprises qui bouleversent un ordre établi, soit en créant un nouveau marché, soit en transformant un marché existant. Donc, on comprend bien que le monde de demain se réinvente, se reconstruit dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les grandes industries avec un grand I. Et donc, nous avons articulé notre univers d'investissement autour de ces 4 dimensions, l'économie digitale, l'industrie 4.0, les sciences de la vie et la santé, et enfin autour de la Terre, afin vraiment de capturer l'ensemble du spectre de la disruption. Donc effectivement, on a beaucoup parlé de disruption en 2020 et on va continuer à parler de disruption, puisque on estime que très peu d'événements dans l'histoire de l'humanité peuvent prétendre à un tel potentiel de disruption. On a dû, du jour au lendemain, basculer notre vie dans un monde purement digital, dans nos interactions avec l'extérieur, qui nous a poussé à changer notre façon de travailler, de faire de l'exercice, de socialiser, de gérer notre santé ou encore éduquer nos enfants. Donc on a vraiment vu une décennie d'innovation et de nouvelles technologies qui ont été adoptées en quelques semaines pour fournir un service essentiel aux entreprises, aux différents pays pour tout simplement continuer à exister. On a beaucoup parlé d'événements inédits avec cette crise sanitaire, mais on peut presque dire que c'était un événement très disruptif dans nos habitudes, en particulier dans les sociétés ultra consommatrices, qui se sont retrouvées à un moment donné dans une sclérose avec 200 ans de retard, mais finalement c'est aussi réapprendre à réfléchir à comment on le fait. Rolando, évidemment, dans tous ces nouveaux modes de vie, de consommation, les nouvelles technologies, comme le disait Wesley, ont une grande part. Et tu sais très bien que je vais te parler forcément d'intelligence artificielle. Pour pas être redondant avec ce qu'a dit Wesley, où tu places, toi, l'intelligence artificielle dans cette disruption et dans ce besoin d'innovation et de changement ? Tout à fait. Merci Stéphane. La question est très importante parce que dans l'ère que nous vivons, tu l'as remarqué, inédite, une crise sans égale, je pense que la disruption, l'innovation et l'intelligence artificielle vont main dans la main. L'intelligence artificielle est une forme d'innovation et de disruption qui a cette particularité d'amener de l'intelligence aux différentes méthodes, produits, services qui sont et qui étaient dans notre économie. Alors, sans doute, vous l'aurez tous vu, la crise actuelle a accéléré, je pense, véritablement toutes les tendances dans lesquelles nous investissions à travers notre fonds d'intelligence artificielle à la financière de l'échiquier. Je peux vous parler du e-commerce. On a vu la pénétration du e-commerce qui est encore très faible, 10% dans le monde, et là, nettement accéléré. Le cloud, la transformation digitale, c'était impressionnant. Satya Nadella l'a dit, il a vu en 2 mois se faire 2 ans de transformation digitale.
cette crise nous a propulsés dans l'avenir. Et je dirais, si on prend un peu plus de recul, notre stratégie et sa particularité, c'est de véritablement se positionner pour capturer cette opportunité immense que représente l'intelligence artificielle. À notre sens, c'est la plus grande révolution technologique, économique ou encore sociale de notre vécu. Et notre positionnement s'est fait à travers un fonds qui est international. On investit partout dans le monde. Et grâce, je dirais, à ce côté universel de la technologie, de l'intelligence artificielle, on est présent dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité, mais aussi dans toute taille d'entreprise. Ce n'est pas que les GAFA qui en font de l'intelligence artificielle. Au passage, je dirais qu'on n'en a que deux, Microsoft et Amazon. Mais on trouve beaucoup aussi dans les plus petites entreprises, donc une technologie universelle et un panorama qui me semble pour moi très enthousiasmant pour les années à venir. Et puis c'est une technologie qui est très évolutive, parce que disrupter c'est très bien, mais il faut ensuite analyser cette disruption et la faire grandir dans le temps. C'est ça que l'intelligence artificielle est très intéressante pour ça. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, parce qu'on a digitalisé nos activités et évidemment on commence à travailler sur des analyses, sur des outils qui analysent les technologies pour les améliorer elles-mêmes. Et c'est un des pans de l'intelligence artificielle qui est vraiment intéressant. Alors, je remercie Alexis de venir se confronter à cette gestion thématique, parce que moi je suis hyper content, Alexis, que tu sois là, parce que évidemment face à cette déferlante de technologies d'IT, les millennials, la génération X, Y, Z, ce qu'on veut, quel comportement a eu une thématique, là, sur les derniers mois, plus classique comme l'immobilier? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé? Parce qu'évidemment, nous, CGP, on a eu de la part de nos clients énormément de remontées d'inquiétude par rapport à l'immobilier professionnel, les foncières, etc. Donc je pense que c'est important aussi de parler aujourd'hui, et tu vas le faire petit à petit au long de cette table ronde, de la façon dont l'immobilier peut se comporter face à des moments très compliqués pour lui. Ouais, effectivement, il va être difficile de rivaliser avec les performances et tout ce qui est lié à la thématique de la disruption ou de l'intelligence artificielle. Néanmoins, si on regarde l'immobilier, et en particulier l'immobilier coté, c'est une thématique qui généralement est appréciée pour son caractère plutôt défensif, donc une thématique assez classique. Pour autant, on a été assez surpris de la performance du secteur depuis le début de l'année, puisqu'on a perdu entre 15 et 20 points depuis le début de l'année. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est un peu plus dans le détail. On a finalement une certaine hétérogénéité entre les différents sous-segments de l'immobilier. On parle plutôt d'une multitude d'immobiliers avec des segments, alors sans surprise, tels que l'hôtellerie ou les centres commerciaux qui ont vu donc leur prix baisser entre 50 à 70%. À l'inverse, on a des secteurs qui ont plutôt bénéficié, alors on retrouve un peu les thématiques liées à la disruption, qui ont bénéficié finalement du confinement ou de leur caractère plus défensif. Je pense entre autres au résidentiel ou à la logistique, où effectivement la demande pour de nombreuses surfaces liées à des e-commerçants augmente fortement, compte tenu justement de cette crise du coronavirus. Et on a au milieu une thématique un peu plus partagée, qui est principalement l'immobilier de bureau. On a eu effectivement du jour au lendemain une généralisation du télétravail, et on se pose actuellement la question, au-delà de l'impact macroéconomique et des conséquences que ça pourrait avoir demain sur la demande future locative, c'est sur quelle pourrait être finalement l'optimisation et la nouvelle demande en termes de mètres carrés si on venait à avoir finalement une généralisation du télétravail. Des acteurs comme Facebook, on parle de 50% de leurs salariés qui seraient en télétravail à partir de 2021. On a des acteurs comme BNP qui mentionnent qu'il y a 25% de leur surface locative qui vont baisser d'ici 2025. Donc on a finalement une sorte de disruption au sein de l'immobilier de bureau, et donc avec finalement des résultats qui tournent autour de moins 30% depuis le début de l'année pour des foncières telles que, je pense à Gecina ou encore Colonial. Alors après, ce qui a été appréciable pour un gérant d'immobilier coté, c'est la capacité de bénéficier de la liquidité des marchés actions. Contrairement à des supports tels que les SCPI ou les OPCI, on a pu, nous, dans la baisse, sans trop que ça pénalise la performance du fonds, arbitrer ou réallouer pour s'adapter à cette nouvelle environnement. J'aurais une question justement sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien ce que tu dis, Alexis, c'est en fait l'immobilier est forcément sur plein de pans, les murs de commerce, l'hôtellerie. À partir du moment où, pour des questions sanitaires, les activités qu'elles hébergent sont stoppées, forcément l'actif immobilier est déprécié. Pour autant, ce n'est pas forcément celui-là qui serait remis en question. C'est peut-être plutôt notre façon de travailler et l'utilisation des locaux pro qui était jusque-là quand même le bail 369 sursécurisant, qui pourrait être un petit peu plus abîmé. Mais ça, je t'interrogerai juste après sur ce sujet-là, parce que évidemment maintenant,
si on veut attaquer un peu plus dans le détail et parler un peu plus large de vos convictions de 2020, on sait qu'ils ont le vent en poupe, les fonds thématiques. Nous-mêmes, on utilise beaucoup les fonds sur l'eau, la sécurité, etc., etc. Donc forcément, même depuis plusieurs années, de concentrer son savoir-faire sur des secteurs porteurs qui parlent à tout le monde, en priorité à nos clients, parce qu'il faut pouvoir leur expliquer de façon simple ce qu'on fait. Est-ce que c'est toujours en mesure de générer des performances ? Je suis un peu provocateur là-dessus, mais Rolando, par exemple, j'ai pris une petite note exprès pour venir un peu t'embêter, mais sur le fond, échiquier IA, que j'aime beaucoup et tu le sais, et je l'utilise beaucoup, tu as un niveau de valorisation qui est très élevé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de marché, en fait, peut-être pas de surévaluation, mais je dirais entre guillemets un espèce d'effet de mode qui, évidemment, ça donne du sens à tout le monde, donc tout le monde y va. Comment toi tu peux, pour les prochains mois, nous donner des pistes, de nous dire en fait, un, ça s'arrêtera jamais, ou deux, ta façon de gérer fait que tu évites les valeurs effets de mode? Ok, super. Merci beaucoup Stéphane. C'est une question très complexe qui a plusieurs facteurs, mais tout d'abord, je remarquerai le chemin parcouru. La stratégie, elle a fêté ses 2 ans il y a quelques jours, parce qu'on l'a lancé le 20 juin 2018. Et depuis sa création en 2 ans, le fonds a progressé des 68% par rapport à plus 10% pour son indice de référence, le MSCI World. Et ce qui est plus intéressant à remarquer, c'est comment cette performance a été construite entre, je dirais, 2 facteurs. D'une part, c'est la performance fondamentale des entreprises, parce que cette croissance de chiffre d'affaires, cette croissance des bénéfices, cette croissance et la génération des trésoreries, ça fait apprécier la valeur d'un actif. Et aussi, ensuite, il y a le multiple des valorisations. C'est un peu comme le prix à l'immobilier. En actif, c'est inchangé. Il peut s'échanger à 10 000 au mètre carré comme à 12 000. Donc, c'est un multiple valorisation qui joue en fonction de l'offre et de la demande. Dans notre cas, plus de 2/3 de la performance que j'ai évoquée, presque 70% sur 2 ans, vient du fondamental, c'est-à-dire la croissance de nos entreprises. Et qu'un petit tiers vient de cette appréciation de multiples qui peut-être, on pourrait dire, c'est un peu la mode, c'est un peu tout simplement la rareté de ces actifs qui sont très rares. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Moi-même, dans le fonds, j'en ai que 34 entreprises. C'est un portefeuille très concentré. Donc ça, c'est le premier élément pour comprendre le parcours qui était assez extraordinaire, comme tu l'as remarqué, mais qui vient là encore du fondamental des entreprises. Et maintenant, si on se projette un tout petit peu pour les années à venir, je pense que c'est clairement le monde de demain qui évolue très vite. On est dans un rythme qui est presque vertigineux. Quand je parle avec les entreprises, maintenant avec Zoom, avec Skype, c'est super pratique. Je passe ma journée à discuter le matin avec des entreprises asiatiques, l'après-midi avec des entreprises américaines, toute la journée avec les sociétés en Europe. C'est fantastique, c'est que les entreprises voient la transformation digitale, le cloud, le big data, tout est en train d'accélérer dans leur industrie. C'est du jamais vu pratiquement. Donc cette crise, quand je dis qu'elle nous a propulsés dans l'avenir, c'est la vérité, c'est la réalité de nos entreprises aujourd'hui. Ces méga tendances qui existaient déjà ont accéléré, on a vraiment changé de vitesse. Et dans ce monde de demain qui s'est construit, je dirais que ces tendances dont l'intelligence artificielle reste la pierre angulaire sortent renforcées avec un optimisme que je pense sera toujours là. Que je partage, et évidemment tous secteurs confondus. Donc Alexis, la question se pose évidemment dans l'autre sens. Parce que si je lance Rolando dans ce sens-là, je suis obligé de revenir vers toi en te disant, alors un CGP utilise pas mal les SCPI, un peu de foncière dans les portefeuilles. On a d'importantes interrogations, en particulier sur le marché professionnel dont tu connais un peu le sujet. Moi, j'ai une question, c'est comment est-ce que et comment, parce que j'ai la moitié de la réponse, peut se réinventer ou s'adapter le marché immobilier professionnel en particulier. Quelles sont vos visions et qu'est-ce que tu imagines toi comme différents scénarios, parce que tu ne peux pas avoir de boule de cristal, et quels seront peut-être les gagnants et les perdants des prochains mois sur un actif qui a toujours montré quand même une grosse capacité de résilience, moi je trouve. Alors c'est vrai que par rapport à la valorisation, c'est un petit peu le pendant. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus, je pense en particulier aux foncières de commerce, mais également pour les foncières de bureaux. J'avoue que pour les foncières de commerce, clairement, actuellement la situation est très compliquée. On a vraiment eu un problème de perception de loyer. Il est très difficile de savoir, avec les discussions en cours, les renégociations qui se mettent en place, quel va être l'impact sur les loyers en 2021, 2022. Et si on peut avoir ou si on peut craindre de nouvelles faillites à la rentrée. Donc c'est clairement
même malgré la valorisation attractive de ces foncières de commerce, aujourd'hui, j'aurais tendance à rester à l'écart. Pour la partie bureau, c'est un peu plus difficile de se faire une vraie conviction sur le futur, quel sera le lendemain, le monde de demain. Pour autant, ce qu'on peut avoir en tête, c'est qu'on était déjà, avant la crise du coronavirus, sur une tendance. Donc, le télétravail n'est pas non plus quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était déjà en place avant et qui, finalement, la pénétration s'accélère. Pour autant, on avait tendance justement à être beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire qu'on avait tendance à plutôt privilégier les actifs de bureaux centraux, plutôt prime, dans ce qu'on appelle le quartier centre d'affaires, et à l'inverse à délaisser les actifs plutôt en périphérie. C'est quelque chose sur lequel on reste actuellement. On est beaucoup plus confiant sur les actifs donc, centraux prime, qui justement représentent aujourd'hui des décotes de 30 à 35%. Pour autant, il y a effectivement une évolution qui s'est mise en place, une accélération de cette transition dans l'immobilier. Et on peut supposer, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir déjà pour les centres commerciaux par le passé ou entre autres pour l'hôtellerie, c'est que les bureaux de demain vont devoir évoluer. Je pense à l'hôtellerie d'une part qui auparavant s'occupait uniquement était utile finalement uniquement 50% du temps. Aujourd'hui, on cherche à optimiser le bâti et l'hôtellerie aujourd'hui, de plus en plus, s'est diversifiée dans tout ce qui était lié à la restauration, à proposer des services associés au coworking, éventuellement à similaire. Et on a finalement ces actifs-là qui cherchent à capter, à optimiser leur bâti. Et pour le bureau, ça va être à peu près la même chose. On va chercher finalement, donc on mentionnait tout à l'heure BNP ou alors Facebook qui vont accélérer le télétravail. Il va falloir aujourd'hui donc optimiser l'utilisation de leur mètre carré et pour cela, ça risque de peser peut-être à la marge sur la demande locative future, en particulier pour les actifs qui pour nous paraissent le moins adaptés en périphérie sur l'immobilier de bureau. Pardon, oui. Je te laisse finir Alexis. Non, pour ce qui est de la stratégie 2020, on a eu tendance globalement à recentrer le portefeuille sur des actifs beaucoup plus défensifs et en particulier sur les gagnants dont on parlait tout à l'heure, entre autres la logistique. Il y a effectivement une demande qui s'est accrue avec le confinement et clairement aujourd'hui on a 75% du portefeuille exposé au résidentiel qui nous paraît ultra défensif et à la logistique qui clairement est en croissance actuellement. L'immobilier vert, c'est un truc que tu surveilles, c'est-à-dire la future disruption. Alors je parle pas de ça parce qu'il y a eu une vague verte aux élections municipales, mais je m'imagine, parce que j'ai déjà vu les premiers discours de la mairesse de Lyon et du maire de Bordeaux qui ont tout de suite affiché qu'ils voulaient revoir tous les projets urbains pour les rendre plus écologiquement compatibles. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, a de l'avenir ou c'est encore trop tôt ? Si, il y a un vrai sujet justement sur l'efficience des bâtiments. Les foncières généralement sont quand même sur des bâtis, sur des actifs qui sont très modernes, justement qui respectent les dernières normes environnementales. On a également l'idée d'être souvent autonome d'un point de vue de l'énergie, avec, je pense, entre autres dans la logistique, la volonté de maintenant à chaque fois installer des panneaux solaires sur le toit des entrepôts. Donc il y a vraiment effectivement cette prise de conscience qui généralement en plus, au-delà de l'aspect purement bénéfique pour la planète, respect des accords de Paris, ça apporte, je pense pour l'exemple de l'immobilier et des panneaux solaires, ça apporte également des revenus supplémentaires. Bon, c'est rassurant, Alexis, ce que tu nous dis, parce que moi j'ai pas mal de convictions dans l'immobilier, donc je suis content que tu aies pu t'exprimer, parce que même si tu as un univers d'investissement plus restreint qui est l'immobilier, forcément on sait que l'immobilier, il y a tout type d'immobilier, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses en immobilier, y compris avec les technologies que tes camarades surveillent, et peut-être qu'ils ont eux-mêmes des boîtes qui sont en train de développer des trucs dans l'immobilier. Et justement, Wesley, avec un autre, parce que finalement, les fonds disruptifs ont un univers et un horizon d'investissement extrêmement large. Est-ce qu'il y a un risque de dispersion à partir du moment où apparaissent comme ça des opportunités dans tous les sens et que tout le monde commence à vouloir se présenter comme disruptif? Et je vais te dire, même moi qui suis un acteur du digital, il y a un moment donné, on a arrêté de dire que cet investissement était disruptif, parce que disruptif, ça veut tellement dire des choses que ça devient un peu tout et le n'importe quoi d'une gestion innovante en fait. Comment tu vois ça toi et qu'est-ce que c'est la disruptivité pour toi dans les prochains mois? Alors dans le fond, on a la conviction d'offrir cette possibilité d'accéder en une seule solution à plus de 30 sous-thèmes disruptifs. Donc on veut vraiment couvrir l'ensemble du spectre de la disruption.
et de positionner le fonds comme un cœur de stratégie en termes d'allocation dans les différents portefeuilles et dans les différents mandats. Donc on voit quand même que cette force de notre univers, cet univers relativement large, nous permet de naviguer à travers différents environnements macroéconomiques lorsqu'on pense à des cycles de capex, cycles d'investissement ou tout simplement de demande finale. Donc on voit quand même que cette dimension va nous apporter de la diversification, de la décorrélation entre les différents thèmes. Donc on prend cet univers relativement large comme un point extrêmement positif. Et si on regarde au cours de ces 3 dernières années, on a été capable finalement d'augmenter l'exposition à certains thèmes qui vont le plus performer dans un cycle de marché spécifique. Donc ça a été vraiment notre grande force dans la génération de performance ces 3 dernières années. Et évidemment, j'imagine que tout ce qui va toucher à la télémédecine, à la santé, etc., avec ce qu'on vient de traverser, doit avoir forcément accéléré et gagné du temps. Parce qu'on sait que sur les technologies de communication, on a gagné 3 ans en équipement de toutes les entreprises du monde. Rolando l'a très bien rappelé. Est-ce que aussi sur la santé, on ne va pas commencer à un moment donné à utiliser des outils qui jusque-là on regardait de loin comme étant un peu trop fictifs ? Donc effectivement, aujourd'hui on bascule dans le 2e semestre, on a eu une année très riche, on a vu à quel point la pénétration technologique a été extrêmement importante. On continue à rester positif sur le cycle d'investissement, par exemple autour de la 5G qui n'a pas encore commencé. On voit à quel point les sujets d'infrastructure de communication sont devenus primordial, critique pour les différentes économies, et également d'un point de vue géopolitique, à quel point on a vu des tensions qui ont commencé à émerger. On reste également toujours positif autour du travail à la maison, avec une exposition forte dans nos thèmes du cloud, de la cybersécurité, et on continue à consolider nos expositions dans les nouvelles formes thérapeutiques, dans les diagnostics, et également avec l'émergence de la télémédecine qui fait que commencer. Je veux aussi noter 2 grandes tendances qui commencent à émerger depuis quelques semaines. Donc, on a parlé un peu de la technologie et le plan d'investissement autour du pacte vert en Europe et également en Asie. Donc, pour aller vers une neutralité en émissions carbone, pour favoriser les investissements dans l'éolien, le solaire, les énergies alternatives, qui se traduit par des expositions importantes chez nous dans ces thématiques, mais également dans le véhicule électrique et toute la chaîne de valeur qui propose d'améliorer l'efficacité énergétique et la gestion de puissance. Merci Wesley. Pour finir, comme toujours, parce que moi j'aime bien ça en tant que CGP, puis a fortiori avec des gérants de fonds thématiques qui sont en ce moment plutôt mis en avant, qu'est-ce qu'on a comme piste à suivre en 2020 pour optimiser les portefeuilles de nos clients. Et j'aimerais bien, sur les 2 minutes 30 qui vous restent chacun, si vous avez la possibilité de rentrer un peu dans le détail d'un exemple, les belles histoires, les belles valeurs dont vous avez envie de nous parler, simplement pour nous donner envie, parce qu'à chaque fois que je discute avec vous, et en particulier Rolando, avec qui on avait passé pas mal de temps à un moment donné sur ces sujets-là, c'est toujours fascinant et on sort de là avec des vraies histoires à raconter sur la vie concrète de nos clients. Donc nous, CGP, pour nous, c'est une vraie aide pour formaliser un peu tout ce qu'on se dit et leur donner la sensation que dans leur quotidien, ils pourront repérer des choses qui coulent de source. Alexis, alors je commence par toi, c'est peut-être pas le plus simple, mais dans l'IMO, et dans l'IMO résilient, tu parlais par exemple de logistique tout à l'heure, est-ce que tu as un exemple à nous donner de secteur ou d'immeuble que tu as observé et qui serait tout à fait dans l'ère du temps 2020-2021 ? Alors oui, il y a une foncière qu'on aime particulièrement dans la logistique, c'est Cigro. C'est une société, donc je considérais un petit peu comme la Rolls-Royce de la logistique. Il y a à peu près la moitié de leurs actifs qui sont en Europe continentale et l'autre moitié qui est au UK. Ce qui est particulièrement intéressant sur Cigro et ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'ils ont à peu près 2 tiers de leurs actifs dans ce qu'on appelle la logistique urbaine. Alors, contrairement éventuellement aux entrepôts, aux très grands entrepôts qu'on peut voir parfois au bord de l'autoroute, la logistique urbaine, on est sur des actifs qui sont beaucoup plus proches des centres des grandes métropoles. Je pense par exemple à l'actif Air de Logistique qui est au bord des quais de Seine à Gennevilliers, ou encore ils ont également les actifs qui sont en allant vers l'aéroport du Bourget, le long de l'autoroute A1. Vous avez sur ces actifs Cigro qui finalement s'occupent de tout ce qui est lié à la livraison du centre de Paris, la livraison parfois en moins d'1 heure, en moins de 2 heures. Et ce sont des actifs où le foncier est très rare, très cher,
et Usigro finalement est très bien implanté. Donc c'est vraiment une société qu'on aime beaucoup. Il y a un pipeline de développement très important et on pense que ce sera finalement un des gagnants de tout ce qui a été lié au confinement d'une part, mais également à la forte pénétration du e-commerce. Leur stratégie, c'est quoi? C'est le dernier kilomètre? Ouais, c'est le dernier kilomètre. Concrètement, c'est ça. Il y a une très très forte demande et les réserves foncières sont très qualifiées, quoi. Bah oui, et après, je voulais faire le lien peut-être avec pour Rolando. Il y a une société que j'ai visité un de leurs data centers il n'y a pas longtemps à Pantin, c'est Equinix. C'est effectivement un acteur qui va bénéficier, il suffit d'écouter ce que dit Rolando, l'explosion de la data. On a Equinix finalement un des leaders avec plus de 200 data centers dans le monde qui va bénéficier finalement de cette thématique-là et c'est une valeur qu'on a rentrée en portefeuille récemment. D'accord, super. Merci beaucoup Alexis. Merci pour ces exemples précis. J'ai noté, j'irai voir en détail. Wesley, alors là, disruption, c'est roue libre. Oui, c'est roue libre, en effet, mais en écoutant les commentaires d'Alexis, donc on voit quand même qu'on est bien positionné également sur la disruption dans l'immobilier, parce qu'il a parlé des 2 titres qu'on a en portefeuille depuis déjà quelques années. Donc moi, je voulais parler de 3 titres qu'on a dans le fonds depuis 3 ans, qui a accumulé plus de 300% de performance. Je me dis qu'on n'aura peut-être pas le temps. Mais attention, exercice, t'es à 2 minutes. Oui, exactement. Mais je vais juste parler d'un titre que je trouve extrêmement intéressant qui s'appelle Exact Science. Donc, il y a une société de diagnostic moléculaire spécialisée dans les tests de diagnostic non invasifs, en particulier dans l'oncologie. Donc, et qui part dans la prévention de cancer colorectal. Donc là, on comprend tout à fait ce que ça veut dire non-invasive lorsqu'on pense à une coloscopie. Donc, avec une solution qui est beaucoup moins chère, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente. Et le titre se positionne extrêmement bien dans ce monde post-Covid, ce qu'on a vu, l'assurance maladie dans de nombreux pays qui aujourd'hui remboursent la télémédecine, y compris juste avec une visite au téléphone, et qui va vraiment changer la nature des soins pour toujours. Donc on pense que le dépistage qui était avant une visite de soins primaires peut aujourd'hui être pris en charge virtuellement. Et Exact Science a créé ce marché de dépistage à la maison grâce à l'utilisation, encore une fois, de données massives pour en tirer d'informations précieuses et de pouvoir détecter à un stade extrêmement précoce un impact beaucoup plus important que n'importe quel traitement ou de chirurgie ou de thérapie aujourd'hui disponible dans le monde. Oui, ce qui veut dire que c'est que la télémédecine, avec ce genre d'outils qui nous parle à tous, évidemment, peut se faire de chez soi. Et en fait, les Français sont quand même les champions de l'automédication en priorité parce qu'ils ne veulent pas se déplacer chez le médecin. Alors que si le médecin, finalement, se déplace chez lui, le patient, en fait, pourra mieux se soigner en ayant la sensation de s'auto-soigner parce qu'il se responsabilisera avec ces outils. Ouais. Et c'est super. Merci beaucoup Wesley pour cet exemple qui nous parle à tous, évidemment. Rolando, il nous reste 2 minutes 5, 2 minutes 10. Je ne sais pas si tu as une valeur ou 2 valeurs. Je te laisse le libre choix. Super, merci Stéphane. Dans ces 2 minutes que j'ai, je vais parler de 2 valeurs, 1 minute chacune, parce que cela rentre dans un peu ma vision pour l'année à venir sur 4 grands piliers que je pense vont être assez importants sur cette année à venir, qui sont le cloud, la transformation digitale, la cybersécurité et la santé 2.0. Dans le cloud, je parlerai du cerveau de l'intelligence artificielle. C'est la société américaine NVIDIA. D'ailleurs, vous le voyez, je sens un t-shirt sur moi parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Un de mes cadeaux de Noël favoris, c'était la carte NVIDIA dernière génération pour jouer aux derniers jeux vidéo. Alors ça, évidemment, c'est une super tendance parce que le gaming avec le e-sport et les jeux vidéo de plus en plus puissants, c'est une super tendance. Mais aussi, la moitié du chiffre d'affaires, c'est dans du cloud, pour finalement fournir ces cerveaux à l'intelligence artificielle, être le cerveau des voitures autonomes de demain. NVIDIA a fait des contrats récemment avec Volvo, avec Mercedes-Benz, Daimler. Donc on voit bien que c'est une tendance émergente. L'intelligence artificielle a besoin d'un cerveau et ce cerveau, c'est NVIDIA. Donc c'est une très forte conviction. Et la deuxième, c'est dans la santé 2.0. Évidemment, dans le contexte du coronavirus, il faut avoir en tête que ce domaine des pures innovations qui représente la santé avec la biotech et toutes les tendances qui sont dans cet univers est en train d'accélérer significativement. Pour moi aussi, la télémédecine reste un des plus grands gagnants de cette épidémie avec une société comme Ping An Good Doctor.
c'est une société chinoise cette fois-ci, et qui, elle fournit ce médecin à distance, en télémédecine, avec la particularité que le médecin est une intelligence artificielle, ce qui permet à cette société, à cette application, de gérer plus de 1 million de consultations par jour. Et en plus, dernier élément, plus il y a des consultations, plus cette intelligence artificielle est meilleure, parce qu'il y a plus de données et donc elle s'entraîne et s'améliore. Je ne connais pas encore des médecins humains qui font 1 million de consultations par jour. C'est passionnant et c'est une forte conviction que j'ai dans mes fonds. J'adore cette valeur, Rolando, on en avait parlé, parce que dans un pays d'1,5 milliard d'habitants, évidemment, le nombre de médecins est forcément manquant. Et comme la médecine chinoise a une particularité, et c'est un outil qui marche hyper bien, et les perfs de cette boîte sont super. Merci à tous les trois. Je suis le premier à être déçu parce que là encore, la demi-heure est passée à une vitesse colossale. Je rappelle évidemment que vos équipes de commerciaux ou vous-même sont à notre disposition CGP pour rentrer plus dans le détail. Là, j'ai essayé de transcrire des questions qu'on avait reçues sur Zoom pour pouvoir avancer, etc. Mais il y en avait plein d'autres et je pense que vous vous tenez à la disposition de vos clients et de vos partenaires pour pouvoir rentrer plus dans le détail et faire des questions-réponses parce qu'évidemment, vous avez plein de choses à leur dire. Merci messieurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine table ronde qu'on organisera d'ici, je pense, 15 jours, 3 semaines avant les grandes vacances. J'espère que ça vous a plu. Je remercie Zoom Invest et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.